toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de terminer la semaine avec vous. Aujourd'hui, c'est une autre conception de la voile que nous vous proposons de découvrir dans la grande émission. Ici, en Vendée, on est très familiarisé avec les IMOCA, ces fameux bateaux de course au large que l'on retrouve notamment sur le Vendée Globe. Mais il existe aussi, au Sable d'Olonne, d'autres bateaux créés dans les chantiers Privilège Marine, des catamarans de plaisance et de luxe, de quoi profiter de la mer de façon beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable, moyennant évidemment finance. Les chantiers Privilège Marine sont passés récemment sous pavillon allemand, l'occasion pour la grande émission de s'y intéresser d'un peu plus près et de se demander mais qu'est-ce qu'un catamaran de luxe? Qui achète ces bateaux? Et quelles sont les conséquences de l'achat de Privilège Marine par les chantiers allemands Hanse Yacht? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec nos trois invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille les deux chroniqueurs du vendredi. D'abord Aïda. Tadadam. Aïda, ça va bien Aïda? Ça va pas très bien, je suis assez stressée parce que je vais vous présenter un livre compliqué qui est l'événement mondial littéraire de l'année. C'est pas évident d'en parler et pour une fois, c'est pas vrai. je suis un peu toute Mais sage. vous allez vous en sortir. On verra bien. À la fin, si vous avez envie de le lire, c'est que je m'en sortirai bien. Mais c'est pas gagné, celui-là. Ça, c'est le premier bouquin, mais il y a deux bouquins. Oui, c'est celui-là. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Et puis, j'ai vu hier sur BFM Marc Trévidic. Que vous connaissez bien. Que je connais bien. J'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était une honte parce que je n'avais pas chroniqué son dernier livre, Arclam, qui est en plein dans l'actualité. Donc voilà, je parlerai aussi tout à l'heure de son livre. Très bien. Et nous accueillons un petit nouveau. Un petit nouveau qui va nous parler de la bande dessinée. C'est Jérémy Dutartre. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes du comptoir de la BD, c'est au Sable d'Olonne. Voilà, tout à fait. Donc vous êtes spécialisé dans la bande dessinée. Tout à fait. Et vous allez nous parler aujourd'hui de deux bouquins. Alors, je suis venu avec deux bandes dessinées, donc deux romans graphiques, là pour le coup. Ouais, vu qu'on est sur le thème de la mer, j'ai décidé de partir dans cette même logique, avec tout d'abord le Big Gallet Brace. Okay. Alors très probablement, certains se souviennent de ce triste fait divers qui a eu lieu dans les années 2004, et dont l'affaire a bousculé un petit peu, défrayé la chronique et bousculé un petit peu... Et le deuxième bouquin, c'est quoi ? Alors le deuxième, lui il est quand même beaucoup plus rigolo, histoire de se remonter un petit peu le moral, c'est un océan d'amour, on va suivre un petit vieux pêcheur de sardines qui va se retrouver à faire malgré lui pratiquement le tour du monde. Et c'est deux coups de cœur. Complètement. On va en parler tout à l'heure, merci Jérémy. Et puis il y a évidemment Max qui va venir nous faire un tour de magie à la fin de l'émission. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis, c'est Gilles Wagner. Bonjour Gilles Wagner. Bonjour. Vous êtes le PDG de Privilège Marine, vous avez le teint sablé, vous êtes bronzé. Ah oui. Ouais, c'est une honte. En fait, on travaille dehors, c'est pour ça. Oui, vous avez bien raison. Et juste à côté de vous, nous recevons Hans Gerhardt, c'est ça? Jens Gerhardt, yes. Yeah, vous êtes allemand, Jens. Alors, vous êtes le PDG de... Alors, je vais y arriver. Je ne fais pas d'allemand. Hanse Yacht, c'est ça? Hanse Yacht, yeah. Vous êtes basé en Allemagne et vous avez racheté Privilège Marine. On va en parler d'ici quelques instants. Et à côté de vous, c'est Cécilia. Alors, Cécilia, c'est ma sauveuse. C'est Cécilia Edlin. C'est la traductrice parce qu'on ne peut pas gérer la traduction en français et animer l'émission. Elle est traductrice et elle est aussi responsable communication de Privilège Marine. Bonjour Cécilia. Bonjour. Donc, vous allez faire la traduction à Jens pendant toute l'émission. Voilà. On va faire au mieux. On va faire au mieux puisque Jens parle anglais mais ne parle pas français. Alors, Gilles Wagner, Privilège Marine. C'est une histoire qui remonte à maintenant une petite trentaine d'années, cette histoire-là. 32 ans exactement. 32 ans. Ouais, Et il y a un lien avec le Vendée Globe. Alors, 1985, Philippe Gentot, qui était un fameux coureur très connu, a eu l'idée de fabriquer et s'est dit, voilà, je vais fabriquer un catamaran pour emmener ma famille. Puisque moi, aujourd'hui, quand je cours, je suis un peu égoïste, je pars tout seul et je laisse ma famille à la maison. Donc, je vais me fabriquer un catamaran, mais qui correspond bien aux critères du marin. C'est-à-dire un bateau capable d'emmener en sécurité ma famille dans les océans. Il en a fabriqué un. Puis tout le monde lui a dit, mais montre-le donc, ce bateau, il est magnifique. Ouais. Il a été présenté à un salon qui était un salon du nautisme. Ouais. Et il s'avère qu'il ne s'attendait même pas. Et il a eu des commandes. Et de là est née une marque qui s'appelle Privilège. Ça veut dire qu'au début, c'était que pour lui. C'était de fabriquer son propre bateau, avec des copains à lui. Enfin, moi, j'étais pas là à cette époque. Je l'ai pas. Je reprends l'histoire du chantier, et c'est devenu rapidement un succès commercial. Voilà, 1985, ça a été créé. Un peu plus tard, on sait ce que Philippe Gentot a créé, puisqu'il a été également un des créateurs du Vendée Globe. Il a été à l'initiative du Vendée Globe. À l'initiative du Vendée Globe. Il a été d'ailleurs un des coureurs du Vendée Globe. Et puis voilà, après, au fil du temps, différents propriétaires se sont succédés au niveau du chantier. Ouais.
Et nous, Privilèges Marine, moi en tant qu'actionnaire, je suis à la tête de chantier depuis 2012. D'accord. Alors, je le disais en préambule, un catamaran, moi j'ai tout de suite l'image du catamaran soit de Thomas Coville, soit de François Gabard, le Sodebo Thomas Coville ou de François Gabard, le Massif, qui sont des gros catamarans. Là, on n'est pas sur des... Enfin, on est sur des belles bêtes, on est d'accord, mais on n'est pas sur des gros catamarans de ce gabarit-là. On est vraiment sur des bateaux que tout à chacun peut faire naviguer. Alors aujourd'hui, dans la gamme actuelle de Privilèges, on commence... Notre plus petit bateau fait 15 mètres. D'accord. Donc 15 mètres, c'est 15 mètres par à peu près... J'arrondis, mais c'est à peu près 15 mètres par 8 mètres. Ouais. Avec 4 belles cabines, 4 douches, 4 toilettes, enfin il y a tout ce qu'il faut pour vivre à bord, la machine à glace, la cave à vin, le congélateur. On va en reparler, mais il y a même maintenant des jacuzzis et des hammams. Alors, pour répondre à la question... Jens a compris. Donc le 15 mètres aujourd'hui c'est plutôt dédié au couple. C'est-à-dire que c'est un couple, une famille qui peut l'amener autour du monde. Après on arrive sur des unités de 20 mètres et 25 mètres, enfin 24 mètres pardon. Là on a plutôt affaire à des bateaux avec équipage. D'accord. Donc nos propriétaires ont à bord un équipage composé de 2, de 3 personnes pour aider aux manœuvres, pour aider à la promenade. D'accord. Voilà. Ce sont des catamarans, quand j'ai préparé l'interview, c'était marqué un moment qui étaient capables de faire le tour du monde. C'est vrai ça? Ce sont des bateaux qui sont faits pour ça? Si vous regardez, si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 32 ans, il y a Philippe Gentot qui était un tour du mondiste, mais en coureur. Donc il l'a fait à ce moment-là. Il s'est dit, je veux faire la même chose, mais avec ma famille. Donc depuis 32 ans, le chantier, la marque a gardé cet ADN. D'accord. C'est des bateaux capables et fabriqués pour aller autour du monde. Luxueux. Mais dans le raffinement. C'est ça. Affronter les éléments dans l'élégance. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, avec l'élégance. Avec élégance. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le squelette qui est un bateau très très solide et tout l'intérieur est raffiné comme un décorateur. Oui, c'est ça, avec des il peut être féminin, il peut être masculin. On a une particularité, c'est de développer ce qu'on appelle le semi-custom. C'est-à-dire qu'on modifie l'intérieur à la demande des clients. À la carte? À la carte. On n'a pas 2 bateaux identiques. On va en reparler de ça. Ça m'intéresse. Je suis très très bien payée par TV Vendée. Je vais pouvoir m'acheter un bateau. je rigole. C'est un très beau bateau pour le comité d'entreprise TV Vendée. Bien joué. Pour l'incentive, pour motiver les troupes. Jens, en Vendée, on ne connaît pas la marque, on ne connaît pas le nom, ou très peu le nom de Hanse Yacht. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de bateau vous faites? In Vendée, we don't know really Hanse Yacht. We don't know the different brands. So can you speak a little bit about Hanse Yachts? Well, Hanse Yachts is a brand that is built since early 1990s. Yes. In northeast Germany at the Baltic Sea, and we have grown meanwhile to 6 brands. Now this is number 7. In sailing, we do have Hanse Yachts as the main brand. We do have Moody Yachts, which is one of the oldest sailing brands in the world, going back to 1824. Ouais. It's a British brand. We keep it still British. Cécilia, vous avez peut-être commencé à faire la traduction, s'il vous plaît, pardon. Donc effectivement, Hanse Yacht est né dans les années 90, donc basé sur la mer Baltique, donc en Allemagne. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, donc Hanse Yachts avait 6 marques, dont la principale qui est Hanse. Et donc maintenant, il y en a une 7e avec Privilèges. Voilà. Ouais. Et donc il y a également la marque Moody. Oui. Donc, qui est une marque plutôt anglo-saxonne. D'accord. And from 1924. And we have Dela brand, which is more sportive sailing, performance-oriented, and counting that all together, we do have 2 motorboats as well. We do have 1,300 employees, and in the market share on the sailboat side, we are number 2 in revenue in the world. C'est ça. Donc il y a également la marque Deller qui est plutôt une marque un peu plus sportive, un peu plus orientée performance. Et donc aujourd'hui, il y a également aussi des marques plutôt orientées bateau à moteur. Et aujourd'hui, donc il y a 1300 salariés au sein du groupe. Voilà. Et vous ne faites pas de catamaran?
et pas encore de catamaran. And not catamaran yet. The catamarans are too large for a facility. And we produce pretty much like here in a beautiful area where people spend their holiday in summer, but at the Baltic Sea, not at the Atlantic. And the Baltic Sea is not really made for catamarans, and this is not a place where you would build them, of course. And but we produce it like close to the sea, like here on an area like in Vendée, where people have been built boats since hundreds of years. Cécilia ? Donc effectivement, aujourd'hui, leur site de production ne permet pas de fabriquer des catamarans. Donc c'est pour ça qu'il était important de trouver effectivement un chantier capable de le faire. Et en plus, de par leur positionnement donc à Greifswald, en Allemagne, et ils sont sur la mer Baltique. Et donc c'est plutôt des navigateurs de monocoque, et c'est une mer qui est plutôt orientée monocoque. Qui n'est pas vraiment la spécificité chez nous. Nous, on peut faire du catamaran, et on précise peut-être les choses aussi, que vous êtes le 2e constructeur au monde, après Beneteau. Tout à fait. Vous êtes aussi sur le territoire vendéen. Je crois que c'est pour ça que vous voulez préciser ça aussi, Gilles Wagner. Tout à fait. Et évidemment, on va en reparler. Mais d'abord, on va faire un point bande dessinée. On va rester dans le milieu de la mer, mais on va faire un point bande dessinée avec Jérémy. Jérémy, c'est votre baptême du feu. C'est parti. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé par vous parler du Bugalet de Braise. Alors déjà, pour resituer un petit peu cette histoire, on est en 2004. Le Bugalet de Braise, c'est un navire de pêche breton avec 5 hommes d'équipage à bord qui va disparaître au large des côtes de la Cornouaille anglaise. Il aura tout juste le temps d'envoyer un SOS qui sera capté par un navire d'un autre patron qui était pas loin. Par là, Le temps qu'il arrive sur site, en l'espace de 20 minutes, il n'y a plus rien. Tout ce qu'il trouve, c'est une flaque de mazout, une survie à moitié dégonflée qui a plus ou moins été crevée. Il y a des hélicoptères qui passent autour de temps en temps sans distinction aucune. Et c'est tout. Plus de bateau, pas d'équipage, personne à sauver. Tout ce qu'ils croisent, c'est une flaque de mazout qui se balade dans un coin et rien de plus. Forcément, au Guilvinec, le port d'attache du bateau, c'est un drame absolument humain, pas sans nom, avec 5 familles qui vont être complètement endeuillées, qui ne comprennent pas comment un bateau peut couler aussi vite. Par la suite, lorsqu'il sera renfloué, on va apprendre qu'il a dû couler en approximativement 37 secondes, ce qui est extrêmement rapide. En règle générale, même en cas de voie d'eau, par exemple, en cas d'étronnage et de voie d'eau, un navire ne va pas couler en 37 secondes. Ah, c'est pour ça que c'est marqué 37 secondes. D'où le sous-titre 37 secondes. Alors, assez rapidement, dans l'esprit des gens, ce qui a pu se passer et ce qui s'est probablement passé, il y avait des exercices de la marine internationale qui se passaient dans le coin, et beaucoup ont amené comme éventualité le fait qu'un sous-marin se soit pris dans les chaluts et l'ait entraîné par le fond. Par mégarde, en quelque sorte. D'accord, ce serait un accident. C'est encore Poutine. Apparemment, il soupçonnait plutôt les Anglais. Vladimir, si tu nous regardes, on t'embrasse. Ne zappe pas. Isaac embrasse. Non, apparemment, ils auraient l'air de penser que c'était plutôt les Anglais, mais rien n'a pu... Pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pas de preuve. En fait, on ne sait pas, et on ne saura probablement pas. C'est chaque fois qu'ils ont voulu obtenir des informations de la part des autorités, secret défense, boum, c'est parti, on n'en parle pas, et blackout complet. Alors, ce roman graphique revient sur cette histoire-là. Il faut savoir que c'est une fiction, et ils insistent bien sur la fiction parce que ils partent du principe que c'est bien un sous-marin qui l'a coulé, et on commence sur les premières planches par voir l'équipage du sous-marin qui organise les manœuvres. Alors, il se base là-dessus. Il se base là-dessus. Alors que malgré une douzaine d'années de procédure, les tribunaux n'ont jamais réussi à démontrer que c'était le cas. Et au bout de toutes ces années, on est arrivé à un non-lieu. Et par conséquent, on ne peut pas affirmer que c'était un sous-marin. Eux se basent là-dessus, et pour ne pas avoir de problème, ils disent que c'est une fiction. Tout le reste est documenté. Jérémy, juste très vite, pourquoi ce livre vous a plu ? Parce qu'on est sur quelque chose déjà qui est ancré dans le réel. C'est une histoire qui s'est réellement passée. On sort un petit peu du côté fantastique de la bande dessinée. Il y a eu plusieurs ouvrages déjà sur le naufrage du Bugalet de Braise. Rien n'avait... de Yann Kefelec qui revient sur les faits, en fait. Qui Exactement, tout à fait. Mais rien n'avait été fait en bande dessinée avant celle-ci. Et vu qu'on arrive sur un non-lieu, personne ne s'en souviendra, si ce n'est les familles, au moins c'est un témoignage de plus.
Et c'est de Pascal Bresson et d'Erwan le Sec, qu'on dit comment? Le Sec, le Saec? Le Saec. Le Sec. Voilà. Et aux éditions Locus Solus. Exactement. Locus Solus, c'est dur à dire. Et c'est au comptoir de la BD, évidemment, au Sable d'Olonne. Merci beaucoup, Jérémy. On refera un petit point sur l'autre livre, un peu plus rigolo. Ah oui, ouais. Histoire de se remonter un peu le moral. Surtout que celui-ci est en noir et blanc. Il est en noir et blanc, voilà, intégralement en noir et blanc. On fera un petit point tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de Privilèges Marine. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission, pardon, je disais deuxième et dernière partie, mais non, pas du tout, il y a une troisième partie. Deuxième partie de cette grande émission consacrée à Privilèges Marine et à son achat par les chantiers Hense Yacht. On va en parler avec Jens Gerhard, qui est le PDG d'Hense Yacht, et de Gilles Wagner, qui est le PDG de Privilèges Marine, et Cécilia Edlin, qui est responsable communication de Privilèges Marine et qui est ma traductrice pour que Jens puisse comprendre les questions, puisque Jens parle uniquement en anglais. D'ici quelques instants, la chronique d'Aïda, la suite de la chronique de Jérémy sur les bandes dessinées. Jens Gerhard, pourquoi avoir acheté Privilèges Marine? Why did you buy Privilèges Marine? Yeah, I think that's a very, very good fit to our products because we do have brands already in the sailing, which are Hanse, Moody, and Dela. Ouais. But there are different customer segments. You may like the style or you dislike it, but what they have in common, exactly like Privilege, if it comes to seaworthiness and robustness, long stiffness, long lasting, we do have the right product for this, and is exactly like Privilege Marine. So that's why we have our highest market share, where the strongest oceans are, like New Zealand and Australia, and exactly that's the segment where Privilege is, and is the best robust product in the market. Aujourd'hui, Privilège vient renforcer une gamme donc déjà qui est composée de monocoques à voile. Ouais. Et vraiment le point commun que Jens a trouvé dans nos bateaux avec les marques déjà sous Hanse Yacht, c'est vraiment la robustesse, le fait que nous construisons des bateaux qui soient marins et qui soient très sécurisants. Voilà, c'est vraiment des bateaux qui sont faits pour naviguer, et en ce sens, on a la même approche de notre construction de bateau. Voilà, exactement. Gilles Wagner, en tant que PDG de Privilèges Marine, l'achat de Privilèges par un pavillon allemand, je vais dire, ça vous apporte quoi, vous, exactement? Une sécurité, une ouverture aussi, peut-être? C'est pas tant le pavillon qui va compter, c'est surtout le fait que Hanse Yacht est un chantier qui, comme on l'a expliqué, possédait 6 marques avec la même typologie de produits. Donc ça va nous apporter à nous toute la puissance d'un gros groupe, qui est quand même le 2e groupe mondial, hein, on répète. Ça va commencer par le réseau de distribution. Ça va être tout ce qui est puissance d'achat, qui va être tout ce qui est synergie industrielle, synergie financière. Se retrouver adossé à un groupe, aujourd'hui, c'était un vrai besoin du chantier, puisqu'on a, nous, repris ce chantier il y a 5 ans, qui était complètement out et liquidé. Et par nos propres moyens, en 2012. C'était difficile, 2012. Voilà, on l'a rapatrié de Bretagne au Sable d'Olonne, et on a grandi très vite. Voilà, une très forte croissance. On est passé très rapidement on va dire, de 0 personnes à peu près 90 personnes sur le chantier. Oui, parce que là, donc tout ça, il fallait le digérer. 1300 salariés, vous, c'est 90. 90, c'est ça. Si je prends CDI intérimaire. Donc voilà, tout ça, il fallait le digérer. Et on avait, nous, le choix en tant qu'actionnaire, soit de rester très petit, soit de continuer à grandir. Et on n'a qu'un objectif, c'est grandir. Et pour ça, il faut être adossé à un groupe. Est-ce que le fait que les chantiers Hense Yacht achètent Privilèges Marine, c'est aussi une façon de concurrencer Beneteau? Non, aujourd'hui, clairement non. Et je pense qu'on est aujourd'hui, on est vraiment sur un autre type de produit. Oui, c'est ça. On est aujourd'hui, Privilèges Marine, c'est une dizaine de catamarans. Ouais. Demain, avec l'appui du groupe Hense Yacht, on va arriver à 25 bateaux peut-être. Je pense que c'est ce que produit le groupe Beneteau une semaine. Voilà, oui, on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur. On est sur un autre type de produit, on est sur autre chose. Voilà, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, on est différent. Et on apporte un complément, je pense, au groupe Beneteau. Oui, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, moi. Oui, vous êtes complémentaires et pas concurrentiels. On est complémentaires, voilà. Je l'entends comme ça.
on est différents. Voilà. On va I think also that's the same in the Hansa Group. We can't really compare our products. We try to be in a marketplace where we don't have so much competition. Like the Moody deck salons and the privileged catamarans have no exact direct competition. And also the dealer yards with the carbon inlay. So half in the carbon way and half in the performance way. There is no direct competition to that. And the Hansa yachts are more robust and reliable and also a little bit more expensive than other entry boats. So we are like not too much comparable. L'objectif, c'est vraiment de se différencier et d'aller sur des marchés où d'autres ne sont pas. Ouais. Et donc, comme par exemple, effectivement, Moody, qui est une typologie de bateau bien particulière, voilà, bien spécifique, avec un deck saloon. L'objectif, c'est vraiment de se différencier pour qu'il n'y ait plus de comparaison avec d'autres, quitte à augmenter les prix, parce qu'effectivement, sur certains créneaux, effectivement, on est là aujourd'hui sur du haut de gamme, que ce soit sur les marques de Hansa Yacht ou de privilèges marines. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se différencier. So you understand very well French. Try to guess something. Merci beaucoup. On va discuter évidemment encore de cette collaboration. On va parler de collaboration entre Hansa Yacht et Privilèges Marines, mais on va faire un point livre avec Aïda. Roman graphique, livre. Alors, vous allez nous plomber l'émission. Je ne vais pas vous plomber. Vous savez, il n'est jamais chose aisée de parler d'un livre qui est un événement littéraire mondial, puisque c'est le cas, mais qui n'est pas un livre facile à lire aujourd'hui. Alors, donc, ce que j'ai choisi de vous faire, pourquoi c'est un événement mondial? Alors, on parle de « Je me tuerai pour vous ». On parle d'un recueil de nouvelles, les dernières nouvelles inédites découvertes de Francis Scott Fitzgerald. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la littérature, c'est un mythique écrivain américain. Et c'est un sac, c'est incroyable qu'on retrouve des nouvelles, parce que ce garçon aîné a écrit en 1920, qu'on pensait tout savoir de lui, et qu'aujourd'hui, Grasset publie 18 textes, 16 nouvelles inédites et 2 scénarios écrits pour Hollywood. Alors, moi, je me suis précipitée dessus. J'ai adoré. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le type de lecture qu'on va lire facilement de premier abord, surtout si on ne sait pas que, par exemple, parmi ces livres, il y a Gatsby le Magnifique. Si je vous dis le nom, ben oui. Mais en fait, on ne le connaît pas, et il écrit, c'est une écriture très littéraire. Alors, ce que j'ai choisi, moi, de faire rapidement, pour vous donner envie de le lire, c'est de vous raconter qui est Francis Scott Fitzgerald, plutôt que de vous raconter les nouvelles. Parce que cet homme, avec sa femme, est non seulement un grand écrivain américain, mais c'est aussi une figure en France, une figure des années folles, de l'ère du jazz, une figure de Paris. Ils étaient les amis d'Hemingway, c'est lui qui a lancé Hemingway. C'était ce qu'on appelle l'esprit rive gauche à Paris, bien qu'ils fussent tous américains. C'est une vie de rêve. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'on comprend aussi pourquoi son écriture un peu torturée, vous l'aurez compris, si ce n'est pas très facile à lire. Alors, où est-ce qu'il naît? Il naît en 1896 à Saint Paul, aux États-Unis, dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père était directeur dans une grosse entreprise qui fait faillite. Il se retrouve commis voyageur, et ce sera, aux yeux de son fils, son père est un raté. Et il le vivra toute sa vie comme ça. Avant sa naissance, sa mère perd 2 enfants. Et il dit, et je vous lis ça en 2 mots parce que c'est ça qui fera de lui un écrivain. C'est Francis Scott Fitzgerald qui le dit. 3 mois avant sa naissance, donc la mère perd 2 enfants. Et il dit, et je pense que ce double décès est la première chose qui m'advine, bien que je ne sache pas exactement comment. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être écrivain. Alors, parce que sa vie n'est pas facile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager en 1917 dans l'armée, et là, il va rencontrer une femme sublime, Zelda. Zelda, qui est un personnage mythique à Montparnasse aujourd'hui. C'est une fille du Sud. Il la rencontre, il tombe raide dingue amoureux d'elle. C'est une fille très excentrique. Ils partent parce que le dollar est fort. Vivre à Paris, c'était plus intéressant. Ouais. Et c'est à Paris qu'il publiera son premier livre, Le romantique égotiste, qui sera publié au bout de plusieurs tentatives, sous le titre L'envers du paradis. Ce livre le rend célèbre. Toutes les libraires, tous les journalistes s'arrachent ces nouvelles. C'est le grand Francis Scott Fitzgerald. C'est avec Zelda. Et en France, je sais que j'ai dépassé Adèle, j'ai presque fini. Juste dépassé là. Ah bon, c'est bon, alors j'ai fait vite. Non. C'est là qu'il va écrire, en France, sur la Côte d'Azur, qu'il écrira Gatsby le Magnifique, justement, ce livre qui a donné le film et qui ne se vendra pas très bien. Parce qu'il faut savoir que ce qui est le grand drame de Francis Scott Fitzgerald, entre autres, c'est que, alors que tout le monde se l'arrache, que c'est une star absolue, ses meilleurs livres
sont les livres qui se sont les moins bien vendus. Marrant, et après, Gatsby le magnifique, il arrive une période terrible. Sa femme le trompe avec un aviateur, il perd sa joie de vivre, il part écrire pour Hollywood, elle devient schizophrène en France, lui, il est déjà alcoolique, quand même, hein. il se bataille comme il peut entre ses dépressions. Sa femme le coûte tellement cher parce que dans toutes les maisons de repos en Suisse et ailleurs, il est presque ruiné. Et c'est dans ces conditions-là qu'il écrira ce qui est considéré aujourd'hui comme son chef-d'œuvre, Tendre et la nuit. Ah oui, voilà, c'est dans ce contexte-là. Il mourra d'une crise cardiaque quelques années plus tard. C'est sympa, ouais. C'est une vie triste, mais c'est une vie... En même temps, ça paraît triste vu depuis nos conforts, depuis un yacht. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont bouffé la vie par le debout et qui ne sont pas morts malheureux. Sa femme est morte quelques années plus tard dans l'incendie de son sanatorium. Voilà la vie de Francis Scott Fitzgerald. Voilà ce qui fait aussi un grand écrivain. C'est ce déchirement aussi de vie qui fait qu'on écrive pas mal. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces dernières nouvelles publiées cette année chez Grasset. Moi, je vais l'acheter. Voilà. Merci. Merci, Aïda. On verra l'autre livre qui n'a absolument rien à voir tout à l'heure. Non, mais si, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Même si c'est... Mais c'est pas mal. Jérémy, sans transition, on va parler du deuxième bouquin. Voilà. Alors là, roman graphique, pardon, soyons précis. Oui, ouais, le roman graphique, c'est de la bande dessinée. Donc on peut faire l'amalgame si on souhaite. Par contre, je vais essayer de faire un petit peu plus joyeux, sinon ils vont pas nous réinviter. Là, on est sur environ 900 grammes de bonheur. C'est marqué au dos. C'est comme un gâteau. Alors, en fait, c'est comme une boîte de sardines. Ouais. Voilà, tout tourne autour de la sardine, ce fameux océan d'amour. On va suivre dans cette bande dessinée un petit marin pêcheur breton qui doit faire 1m40 en haut des cheveux. Un petit vieux qui pêche de manière traditionnelle et qui, lui, va se retrouver à avoir un problème également lors de sa marée, où il va se faire littéralement alpaguer par les chaluts d'un énorme navire-usine qui était parti pour aller traverser toute l'Atlantique et partir sur une marée de plusieurs mois. Et il va se faire traîner jusque-là, il va réussir à s'en détacher, il sera attaqué par des pirates, il a laissé sa bigoudaine chez lui à la maison qui est paniquée, elle va voir une dizaine de Bonaventure qui lit l'avenir dans une crêpe, qui lui dit qu'il faut qu'elle parte à l'ouest. Enfin, c'est une vraie histoire d'aventure complètement délirante, et en plus, on ne s'embarrasse pas d'un style ni lourd, il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule parole, pas un seul texte. C'est vraiment de la bande dessinée dans sa tradition la plus pure. Il n'y a pas de bulle. Ce n'est que du dessin. Et toutes les successions d'images sont faites de manière à ce qu'on puisse comprendre sans avoir besoin de la parole. C'est génial. On ne s'attarde pas sur les détails, on se contente sur le dessin, qui est très typé, très caractéristique, mais qui est vraiment super sympa, tout à l'aquarelle. Et on suit vraiment les aventures de ce petit couple de bigoudins. Qui commence pointe de la Bretagne et qui va pratiquement les amener dans une fête à faire des crêpes avec Castro. Voilà. Bah oui, parce qu'on le voit Castro. Exactement. On le voit Castro dans le... C'est vachement bien. Alors il n'y a pas une parole, il n'y a pas une bulle. Même pas une onomatopée, rien. Plutôt pour les adultes quand même. Alors quand même pour les adultes, parce oui, ça reste une bande dessinée pour les adultes. Les enfants peuvent avoir du mal à comprendre tout ce qui peut se passer. Reconnaître Fidel Castro. De presque connaître Fidel Castro. Après, c'est aussi un centre d'intérêt qui va être un petit peu plus adulte. Les jeunes, en règle générale, jusqu'à 13, 14, 15 ans, si ça sauve pas le monde et si c'est pas pyrotechnique, souvent ça leur plaît pas. Là, c'est juste un petit vieux qui pêche la sardine, à qui sa femme va mettre un casse-croûte à base de sardines en boîte, alors que lui, il les pêche à la main. Enfin, il a mis un stock énorme dans les cales parce qu'il refuse de les manger. Enfin, je sais pas, question de conviction, quoi. C'est super bien. Ça va lui poser problème parce que justement, des gardes-côtes vont croire qu'il fait du recel de sardines. Enfin, c'est du délire. C'est très, très rigolo. Et ce qui est très drôle, c'est que derrière, c'est marqué « Garantie sans dauphin, sans texte ni onomatopée, peut contenir des traces de pictogrammes ». Exactement. C'est hyper bien. À consommer de préférence avant que l'océan ne fasse plus rêver. C'est tout à fait ça. Très, très beau. Ça s'appelle Un océan d'amour, c'est ça? On dit Lupano, Panaccione? Wilfried Lupano, voilà, qui est le scénariste, et Panaccione qui est le dessinateur. Alors Lupano, il est très très connu depuis quelques temps parce qu'il a fait une quantité astronomique de cartons comme Les Vieux Fourneaux. J'imagine que ça vous parle, ces trois petits vieux anciens réacs et qui cherchaient à s'occuper. Voilà, donc il y en a plein comme ça, et ça c'est un petit one-shot qui est vraiment à découvrir et à dévorer. Et c'est sur le monde de la mer. Merci beaucoup, Jérémy. Jérémy que vous pouvez évidemment retrouver au comptoir de la BD au Sable d'Olonne. Et vous pouvez filer après l'émission, acheter les 2 livres là-bas. On va faire ça. Il faut au moins les essayer. Ça c'est du marketing.
Après, on a le droit de pas aimer, mais il faut au moins les essayer. Ça, c'est vachement. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, on va reparler de Privilège Marine et de Hans Yacht. Gilles Wagner, PDG de Privilège Marine, et toujours PDG de Privilège Marine, d'ailleurs. C'est le deal entre... Oui, Jens, il me fait oui, il a compris aussi. Juste une question. Est-ce que l'achat par les chantiers de Jens Gerhardt, est-ce que c'est pas lié aussi à la crise ? On parle tout de suite de 2008, une position un petit peu difficile pour Privilège Marine, on a parlé de 2012, mais est-ce que c'est lié aussi à ce moment-là, à ce timing-là ? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chantier a redémarré en 2012 avec un groupe d'amis. Et le luxe a aussi, enfin l'économie du luxe a eu du mal. Alors le chantier est tombé en 2011, début 2012, très certainement lié à la crise, voilà. Enfin, après, je pense qu'on est aujourd'hui en 2017, ça fait 9 ans. Ouais. Enfin, il y a eu d'autres crises depuis et il y en aura d'autres. Voilà. Je pense que depuis 2012, nous, on a redémarré le chantier. Et aujourd'hui, 2017, il y aurait une crise chez nous interne. C'est celle de ne pas réussir à continuer à développer le chantier par nos propres moyens. Ouais. Il y avait aussi une histoire... c'est-à-dire qu'à un moment, notre croissance, on a eu du mal à la digérer, en termes de trésorerie, d'organisation, de recrutement. Et il fallait absolument qu'on ait un groupe pour nous accompagner. Jens Gerhardt, quelles sont les personnes qui achètent vos bateaux? Can you speak about your customers? Oh, my customers. That depends very much on the brand, of course. We do have the Moody brand, which is pretty much similar. It's a monocatamaran, monohull catamaran, because it's made for going around the world. You maybe sold your house, you live on it forever, and it's very, very solid ocean-going boat. And Hans Yacht is very much for easy sailing. It's robust too. It's kind of a very northern German style, like German cars style, but it's very easy to sail. It's like the iPhone on water, because we reduced all these lines and make it very, very simple. But still pretty fast boat, but it's kind of simple to use. Cécilia, pardon, donc les clients, ça dépend effectivement des marques. Donc chaque marque se positionne. Donc, comme Moody par exemple, c'est vraiment une marque faite pour naviguer. C'est un peu comme un monocoque catamaran, on pourrait dire un monomaran. Ensuite, donc il y a Hanse qui est plus orienté facilité de navigation. C'est vraiment pour faciliter le plaisir de naviguer et comme disait Jens, c'est l'iPhone en fait, qui est très très comment dire, facile de manipulation, intuitif, très intuitif. Donc des bateaux faciles à manœuvrer. And we have, so the Hansa owner wants to have it simple, but still fast and good looking. And then we have Dela yachts, which is more traditional in the way you maneuver the boat, but it's very, very modern in the look of the boat, and it's very modern in the material we use. So it's carbon inlay and this kind of make it very fast and modern. So this is obviously a younger person, maybe younger than me, to go really fun. Delair s'oriente plus vers effectivement une clientèle plus jeune, un peu plus viril, avec une course un peu plus. Voilà, puisque là, on a des manœuvres plus traditionnelles, mais par contre sur un bateau qui est beaucoup plus moderne, avec du carbone, avec donc on a vraiment différents styles qui s'adaptent à différentes clientèles. Et juste pour finir la fin de cette fin de deuxième partie, on a même dépassé. Gilles, Wagner, la navigation facile, pas très compliquée, c'est un lien que vous avez en commun avec vos catamarans. À vous, on est d'accord exactement, c'est ce qu'on cherchait à avoir. Et c'est pour ça que le match se fait aussi bien. Ça on va en reparler évidemment, et on va reparler de ces bateaux et de qui peut acquérir aussi ces bateaux, parce que c'est aussi une question de coût. On va en parler, mais ça sera dans la troisième partie de cette émission. On revient juste après une courte pause pour reparler des bateaux. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à Privilège Marine, qui vient d'être acheté par les chantiers Hans Yacht, qui sont des chantiers allemands, qui sont les deuxièmes d'ailleurs chantiers mondiaux après Beneteau, ou en même temps au même niveau, on va dire, au même niveau que Beneteau pour pas
faire des petits problèmes entre eux, on va dire. D'ici quelques instants, il y a Max qui va arriver pour la magie. Nous sommes en compagnie, je ne l'ai pas dit, de Gilles Wagner, le PDG de Privilèges Marine, de Jens Gerhardt, qui est le PDG justement de Hands the Yacht, de Cécilia Edlin, qui est la traductrice et qui est responsable communication de Privilèges Marine. Aïda. Alors, Aïda, le deuxième livre, sans transition. Très vite. Depuis que je l'ai vu jouer merveilleusement bien du Bob Dylan à la guitare au Sable d'Olonne, je voue une admiration sans borne et inconditionnelle à l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, que vous connaissez peut-être de nom. J'ai commencé par l'écouter jouer de la guitare et après j'ai été curieuse pour lire ses livres parce qu'il publiait jusque-là plutôt des essais, comme c'est un des meilleurs spécialistes, peut-être même le meilleur spécialiste de l'antiterrorisme en France. Les moines de Tibérine, c'est lui. Les attentats de la rue de Rosiers, c'est lui. Il a traité la plupart des gros attentats de ces dernières années. Il a publié d'abord des essais sur le terrorisme pour essayer de faire comprendre ce qui allait nous arriver parce que à l'époque, il ne nous arrivait rien encore. Ça ne m'intéressait pas plus que ça et j'ai commencé à le découvrir donc après Bob Dylan avec son premier livre qui était à moitié un roman qui s'intitulait « Qui a peur du méchant petit juge ?» Je vous cite ce titre-là, non pas seulement par hasard, mais aussi parce que c'est un livre très d'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens chez le juge encore. Il explique dans ce livre, en fait, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est quelle est la collusion entre la politique et le monde de la justice. C'est une manière très intéressante. Et puis, il revient avec son vrai premier roman. Pour le coup, c'est un roman, uniquement un roman, une histoire. Il s'appelle Ahlam. Alors, je vous fais la version courte. Nous sommes dans les années 2000. Paul, un célèbre peintre français qui vit un moment un peu compliqué avec les femmes, avec sa vie, avec la célébrité, part tout seul, s'expatrie dans un petit village, Kirkenar, en Tunisie. C'est un village, une de ces belles plages de rêve pour voyageurs, pour tourisme idyllique. À l'époque, en 2000, où il s'installe, il y va pour ça et puis pour se retrouver un peu tout seul et petit à petit faire le point, voilà, à un moment compliqué de sa vie. En vivant dans ce village, il se lie d'amitié avec un pêcheur et sa famille. C'est un musulman, mais c'est un musulman, on dirait nous, vu d'ici, modéré. En réalité, c'est un musulman normal de Tunisie. Il se lie d'amitié avec sa famille, avec la famille de Farhat. Son épouse décède, il essaye de la sauver parce qu'elle doit être opérée, etc. Elle meurt quand même et lui se sent un peu responsable des enfants, Issam et Ahlam, un garçon et une fille, parce qu'il avait été accueilli dans cette famille de manière très simple, très chaleureuse, parce qu'il n'a pas pu sauver cette femme, parce que ses enfants sont petits, orphelins. Et petit à petit, il va faire quelque chose qui est peut-être une bonne chose, qui est peut-être une mauvaise. Il les prend chez lui, il leur apprend la peinture, il leur apprend à chanter. Il essaye de mettre en place un truc qui a toujours existé en théorie de l'art, qui est le lien entre les différents arts, c'est-à-dire utiliser la peinture, la musique, la littérature en même temps pour construire une œuvre plus complexe. C'est un peu compliqué, il y a des descriptions, des expressions de cette théorie-là dans le livre, mais ce qu'il y a de merveilleux, et j'ai fini Adèle dans ce livre, c'est que Marc Trévidic connaît parfaitement bien le cœur du terrorisme. Connaît parfaitement bien ce qui fait qu'on devienne djihadiste, qu'on devient terroriste, ce qui peut faire de ce garçon Issam, un petit garçon de Tunisie, un djihadiste. Ce qui peut faire de cette fille Ahlam, une femme. Pardon ? C'est le nom du livre, pardon. C'est le nom du livre, parce que c'est une histoire d'amour qui va se lier entre Ahlam et le peintre. Elle sera en proie aux amis de son frère et donc du coup il y a une tension psychologique terrible parce que le frère va faire battre sa sœur parce qu'elle ne vit pas selon les nouveaux préceptes de ce qu'on demande. Voilà, Ben Ali est chassé et c'est là qu'on verra, et c'est la fin de ma chronique, l'affrontement entre la beauté de l'art et le fanatisme religieux qui a commencé il y a déjà quelques années et qui est à l'œuvre encore aujourd'hui. Voilà, c'était le dernier. Ahlam en arabe signifie les rêves. Ah, super. Voilà. Et je crois que, enfin, j'espère que Marc Trévidic reviendra au Sable d'Olonne pour nous jouer de la guitare et nous parler de ce livre-là. Je suis désolée de vous couper à chaque fois. Non, j'ai fini. C'est parce que je suis trop bavarde. Non, c'est pas ça, c'est que j'aimerais bien que vous. Mais je peux pas vous. Mais j'ai tout dit, il faut le lire. L'acheter chez monsieur. Et puis voilà. Il faut le lire. Merci beaucoup, Aïda. Tout de suite, c'est Max. Max Le Rieuchet, sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Guten Tag. Ja, ich spreche Deutsch ein bisschen, weil ich habe Jahre in Deutschland gewohnt. Das ist sehr schön. Ja? Ce qu'il dit, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas des. On a toujours pensé que c'était pas vrai, c'est du vrai allemand. Vous pouvez lui dire qu'on a toujours pensé qu'il parlait pas du tout allemand. Ich war in Schubeck's Teatro.
Okay, mit Alphonse Schubeck, qui était un très très grand vous allez jouer là-bas? Oui, j'ai joué là-bas cet hiver. C'est pour ça. Et entre-temps, j'ai regardé bien sûr les vidéos avec les beaux bateaux. J'ai vu des super... Alors j'ai eu un coup de cœur sur un bateau. Un coup de cœur. Alors voici mon cœur d'ailleurs sur le gros bateau. Tiens, c'est pour toi, c'est pour vous. Alors vous me donnez mon Alors j'ai pas mis la horte. Ah mais c'est tout mou. C'est tout mou. Oui. Mais je peux appuyer dessus? Ah oui, c'est pas un foie en même temps. Je peux appuyer dessus ou pas? Oui, non. Non, il n'y a rien qui sort, Bon, alors, attends, je fais ça un petit peu tranquillement. Bien, alors si vous cherchez des artistes magiciens pour les events lors de vos lancements de bateaux, il n'y a pas de problème. Je suis le magicien qui travaille le moins et qui prend le plus cher. Alors, n'hésitez pas. Bon, voici les cartes. Alors. Je vous rends votre cœur, là. Ça me dégoûte un peu. Oui, c'est rien. Même s'il est beau, hein. Non, il a mal en point, mais enfin, c'est pas grave. Il faut lui faire un massage. Bon, allez, soyons un petit peu sérieux. Casser le décor. Voici le jeu de cartes. Oui. D'accord. Alors, la meilleure façon pour retrouver les as, moi, j'ai pensé que ça peut être comme ça, par exemple. Non? C'est pas mal, non? Ouais. Bon, alors, enfin, ça va vite, hein. Il y a plusieurs façons, hein, c'est vrai. Alors, ce que je vais faire, tac, je vais mettre les as ici. Et on va faire choisir une carte à quelqu'un, n'importe qui, par exemple. Gilles Wagner? Eh bien, très bien. Ou Gilles Wagner? Par exemple, Gilles, je fais défiler la carte. Vous dites stop. Stop. Stop sur une carte, vous la regardez bien. Je peux la montrer à la caméra là-bas, tout le monde. Vous l'avez bien vu? D'accord. C'est bon, tout le monde a bien vu. Très important de bien voir la carte. Hein. Vous la regardez bien. Mais vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Mais vous trichez, Max. Mais j'ai le droit. Mais non, c'est pas dans votre contrat. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai vu la carte, mais c'est une dame de pique. C'est une très bonne carte. D'accord. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Je vais mettre la carte à l'intérieur des as, ici. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est automatique. Il y a une dame de trèfle. Alors que c'était une... Pique. Dame de pique. Ah oui, mais ça, c'est spécial. Parce que celle-ci, c'est une carte supplémentaire. Regardez. C'est écrit dessus, on ne peut pas se tromper, c'est marqué dessus. Hein. Carte supplémentaire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors que l'autre, c'était la dame de pique. Hein. Ouais. Et puis, il y avait aussi une dame de cœur, hein, forcément, parce qu'il y a toujours une dame de cœur. Hein. Donc ça, c'est la dame de cœur. Ça, c'est la dame de pique. C'était quoi, la dame de pique? C'était la carte de... C'était la carte choisie, hein, je ne sais pas. Oui, on ne peut pas se tromper, c'est écrit dessus. Hein, c'était la carte choisie, évidemment. Vous n'êtes pas complice. Vous ne l'avez jamais vu avant. Ah non, c'est jamais vu. Et tant mieux pour vous. Après, tu travailles sur le bateau. On n'habite pas loin. Donc la dame de cœur. Il manque bien sûr la dame de carreau. Alors la dame de carreau et la dame de cœur, regardez bien, sont très liées. Hein, vous voyez? Oh, ça m'énerve. C'est assez amusant. Vous voyez, oui, it's a little bit crazy. Alors remarquez, ça c'est les as. Alors les as, c'est bien parce qu'on les a déjà. Et on les a déjà, les as. Regardez, c'est écrit dessus. C'est dingue. Vous ne pouvez pas se tromper. Vous voyez, c'est amusant parce que les as, c'est écrit, hein, on ne peut pas se tromper. Alors, si on prend une comme ça et on frotte, regardez ce qui se passe, ça disparaît. C'est rigolo. Ça va devenir quand même complètement dingo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais enfin bon, hey, il reste quand même tout ça de cartes normales. Ça, ce sont des cartes normales, on ne peut pas se tromper puisque c'est écrit dessus. Regardez, cartes normales, cartes normales, vous voyez? Ce sont des cartes normales. Mon Dieu, il n'y a pas de problème. Vachement bien. Et nous, on est... Alors, Jérémy, on est là, on voit rien du tout. Hein. On est juste à côté. Vous voulez que je vous dise un truc? Vous voulez que je vous dise un truc, Adèle? Eh ben moi, je suis là, ben, je vois rien non plus. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, Merci. Et puis peut-être à bientôt sur l'eau. Oui, hein? Vous pouvez contacter Max, au revoir Max, sur son site internet maxlericher.com. Je suis bluffée à chaque fois, je ne vois rien, c'était très énervant, ce garçon est très énervant. Merci beaucoup Max. On va reparler, on va finir cette émission sur Privilèges Marines. Gilles Wagner, quelle est la suite maintenant de Privilèges Marines, suite à l'achat des chantiers par Henze Yacht? Très rapidement, on va se mettre en ordre de marche là pour essayer de repositionner et de restabiliser le chantier, puisqu'aujourd'hui on a de très belles commandes. Hein. On a à peu près 1 an et demi de commandes devant nous à traiter. Donc le carnet de commandes qui est de un peu moins de 18 mois, mais voilà, qui est déjà très encourageant. Charge à nous de réduire ce temps de cycle pour apporter ce profit au client très rapidement. Et puis de rentrer dans la synergie pour
pour augmenter les volumes de vente et les capacités de production. Ce qui veut dire, alors pour être très concret, pour parler Vendéo-Vendéen, vous restez au sable, c'est surtout ça. Et le chantier va aussi peut-être s'agrandir. La vraie idée aujourd'hui, et je laisserai Jens confirmer, c'est bien l'acquisition et d'une marque. Oui, c'est ça. D'un site et de ses opérateurs et de son personnel. Il y a le savoir-faire, il y a l'endroit et la marque. Et je pense que les trois sont indissociables. Jens, voilà. vous pouvez le confirmer, vous pouvez lui poser la question, Cécile. The future that the shipyard will stay in Les Sables d'Olonne and the employees will stay in Les Sables d'Olonne also? So we see the future in a complete different way. It's, in the good old times, this facility, the Privilège Marine, had produced round about between 25 and 30 million revenue with kind of different products, but it was a different time. But this is, and with, of course, more people. And we, at the moment, produce as much as we did in the best times. The best times were between 2005 and 2007. And Hanseyachts itself, with its products, produce as much as in the best times at present. We actually have the best year in Dela ever at present. And so there's no reason why we shouldn't have that volume again, which not means that we can have synergies. And typically synergies are like laying people off. That's not what we wanted. I think we are here to grow the brand and to bring it back to where it was. Cécilia? Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de revenir aux belles années, parce qu'il y avait vraiment eu des belles années où on produisait jusqu'à 25 millions sur le site des Sables d'Olonne. Et d'ailleurs, le groupe Hanse aujourd'hui produit encore plus que dans les belles années. Donc c'est pour ça que Jens dit effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas atteindre de nouveau ce niveau-là. Vous êtes donné un timing précis pour revenir à ce niveau-là? Is there any timing? I hope that could be not taking very long, but what we can bring to the party is that we know how to produce industrial, so we can have it like shorten the time for the production, so the customers don't have to wait so much, and also we can produce more, of course, and also we do have 200 distributors in the world. We export 85%. This is like the German car industry does 65%. We do 85%. So this is what we want here too. And with that distribution in the world, we are present at 100 boat shows every year, which in average are 6 days. So we are on 600 days in the year on boat shows. This is quite something. And so I think we can grow this quite fast. L'idée, c'est vraiment d'atteindre ce niveau en peu de temps, et sachant qu'il y a quand même une force de frappe avec Hanse, puisqu'ils ont donc 200 distributeurs, donc on va pouvoir en bénéficier. Ils participent à une centaine de salons, donc l'idée, c'est aussi d'en faire partie, et puis pouvoir se développer rapidement. Une dernière question, Jens Gerhardt. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un savoir-faire français dans les bateaux? Do you think there is a French know-how on yes, of course. I mean, the brand is the brand is from 1985, so some of the employees are still there from day one, and there's a lot of know-how here, and I think we can learn also for our brands. There's in this industry, everybody works on his little island and is not really seeing the rest of the world because we are so far apart. We typically don't exchange employees, and so there's been a lot developed here. I'm very sure, and I saw quite a bit already, that we can take home and learn from here, and the other way around. So this is an exciting path we want to go here. Oui, bien sûr, il y a un savoir-faire français, et d'ailleurs au sein du chantier, il y a des personnes qui sont là depuis le début, depuis 85. Donc il y a un véritable savoir-faire et dont Hanse peut aussi bénéficier. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans les deux sens et pouvoir en faire profiter tout le monde. Et bien justement, si vous voulez avoir plus de précisions, voir les bateaux aussi, on n'a pas parlé des prix, on n'a pas parlé des prix des bateaux, c'était peut-être pas le lieu, mais si vous voulez voir la beauté aussi des bateaux, que ce soit de Privilège Marine, mais aussi des chantiers Hanse Yacht, vous pouvez aller sur les sites internet. Les deux sites se sont inscrits sur votre écran, le site de Privilège Marine et celui de Hanse Yacht. En tout cas, j'avais 10 milliards de questions, mais j'ai pas eu le temps de les poser. Juste dire longue vie à Privilège Marine.
Hein, et puis faites surtout encore des beaux bateaux. On n'a pas parlé du bateau avec le jacuzzi et le hammam, mais ça m'intéresse. Je crois qu'on en reparle après. Merci beaucoup Gilles Wagner. Merci beaucoup Yann Seguin. Really, it's a great pleasure. Merci Cécilia. Merci de votre contribution. Merci Aïda, à très vite. Merci Jérémy. Très beau baptême du feu. À très vite aussi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.